de porte-parole, vous avez pu vous asseoir pour aplanir l'opposition, parce que je me souviens que l'autre jour, vous avez même donné des dates ici de août 2019 que vous serez à Brazzaville. Est-ce que tout cela n'a pas contribué à irriter M. Mbaou? Non, mais le fait est simple. Que je sois son porte-parole ou pas, ma visée à moi ne dépend pas de sa politique à lui. Lui, il a ses visées, sa politique et sa manière d'agir. Mais entre-temps, comme nous nous sommes convenus sur comment nous devrions marcher, avec la proposition que j'ai faite auprès de l'ambassadeur, qui ne m'a pas encore reçu jusque-là, une proposition pour laquelle on devrait rassembler les leaders d'opinion de tous bords pour que nous puissions, n'est-ce pas, concocter, élaborer un projet de société commun à nous tous et avoir une feuille de route dans le combat que nous sommes en train de mener. Monsieur le journaliste, je vais vous dire que si je parle politique, c'est effectivement pour aller dans ce sens-là, parce qu'il faudrait qu'il y ait une unité, une solidarité, un projet commun, une même vision que nous devons faire triompher. Donc, à partir de ce moment où, par exemple, ce qu'on avait convenu ensemble, lui, il a pensé que je ne marche pas comme il voudrait que je puisse marcher, ben, il m'a limogé. Gloire à Dieu. Et donc, je continue à faire ce que moi j'entends faire. Par la dictature que nous sommes en train de combattre, elle-même est impliquée dans cette division de la diaspora. Donc, nous devons en parler pour éveiller l'attention des combattants, pour éveiller l'attention de la population, pour éveiller l'attention du peuple congolais, qu'il n'est pas intéressant pour nous que nous puissions nous laisser divertir par la dictature qui met sur place des espions qui torpillent le mouvement, n'est-ce pas, du combat. Vous parlez dans vos écrits de ce que vous nommez, vous qualifiez de congrès diasporaïque. C'est quoi ce congrès? Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, nous dire ce qui va se passer dans ce congrès et comment sera-t-il organisé? Il est très simple d'organiser un congrès diasporaïque parce que les leaders politiques, les animateurs associatifs, les leaders d'opinion, les élites devraient tous travailler ensemble, s'appeler, s'organiser, à prendre une date, un lieu, déterminer le nombre de jours qu'il faudrait faire, par exemple 3 jours, pour que tous les hommes politiques, tous les dirigeants associatifs viennent présenter leur expertise et leurs solutions pour une sortie de crise contre la diaspora. Alors, cela va se faire par étapes. Par exemple, le tout devra commencer au niveau de l'extérieur à la France, parce que la France devrait chapeauter cette forme d'organisation, parce que les choses ne se passent pas seulement en France. Au Canada, aux États-Unis, et on diviserait par exemple l'Afrique en 5 regroupements. Nous aurions des représentants de chacun des 5 regroupements qui enverraient ici à Paris, parce que la plus grande portion de notre diaspora se trouve ici à Paris, et ayant fait la récolte de toutes les propositions, la récolte de toutes les idées, toutes les pensées, tous les projets, on les centralise ici et on trouve l'occasion de pouvoir en formuler les commissions, les moratoires, les recommandations et tout. Et on s'assemble pour trouver qui doit chapeauter tout ce que nous sommes en train de faire et établir une feuille de route pour descendre au Congo, par exemple, et enclencher ce que nous appelons la seconde conférence nationale souveraine. Et c'est pour cela que nous sommes en train de penser qu'une organisation est importante. Car vous ne pouvez pas combattre sans savoir depuis quand vous avez commencé, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez. Pour réussir à cela, il suffit purement et simplement que les dirigeants politiques, les responsables d'assemblée puissent bannir leur ego, c'est-à-dire se décider de comprendre que la lutte que nous faisons nécessite une unité, de la discipline, de l'organisation, de l'orientation, de la prévention. Vous voyez, il nous faut un staff
qui s'occupe de ce qui se passe dans le combat, avec un message unique, avec une communication unique. C'est cela que nous proposons aux uns et aux autres pour qu'ils y adhèrent. Qu'on mette d'abord de côté qui sera celui qui dirige cette structure, mais qu'on se réunisse pour que nous puissions devenir une force en place capable de se faire entendre en national et en international. Suivent déjà, et je constate qu'il y a des gens qui sont connectés, et nous parlons aujourd'hui de l'unité de la diaspora. Vous vous posez des questions qui divisent la diaspora congolaise. Oui, c'est ça. C'est ce que nous voulons exposer, oui. Voilà. D'entrée de jeu, frère Akamon, nous allons aborder le problème de votre limogeage de la structure que dirige le général Mbao. Lors de votre passage ici, il y a 2 mois, vous affirmiez que vous étiez le porte-parole du général Mbao. À ce jour, je crois que vous n'y êtes plus. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est tout simplement passé que l'émission que nous avions faite ensemble, à son niveau, il a pensé que j'étais en train de le traîner derrière ceux-là qui veulent aller parlementer avec le président Denis Sassou Nguesso, parce que lui, il a une autre visée. Sa devise, c'est que Sassou Nguesso a pris le pouvoir par les armes, il faut le lui ravir par les armes. Conséquemment, il ne pouvait pas être d'accord que son porte-parole ait une visée pacifique, une marche non violente dans le combat que nous sommes en train de mener. Et c'est à cause de cela qu'il a pensé qu'il fallait qu'il puisse me limoger. Et puis bon, j'ai accepté tout simplement parce que, au fait, vous devez savoir que, comme je suis aussi prédicateur de l'évangile, chez nous, on dit que 2 hommes ne peuvent marcher que si ils se conviennent. Et donc, nous nous sommes convenus sur un certain nombre de choses pour lesquelles il a tout simplement oublié la portée, n'est-ce pas, de notre propre rencontre avec mon expression et mon engagement que je lui ai présenté. Et voilà. Donc, nous avions commencé de marcher alors que lui, il était toujours dans son coin. Au fond de son cœur, il était toujours dans sa position. Et donc, il est bon pour nous tous que moi, je continue mon combat tel que je le pratique, que lui aussi, il continue son combat tel que je le pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne suis plus le porte-parole du général Ferdinand Mbao. Et je continue mon combat comme d'habitude, comme je l'ai commencé il y a belle lurette au travers de cette foultitude d'ouvrages que je publie sur les propositions que je fais auprès de la nation en vue de relever la civilisation de notre pays, le Congo. Alors, frère Akamon, est-ce que, avant d'accepter ces responsabilités de porte-parole, vous avez pu vous asseoir pour aplanir vos positions? Parce que je me souviens que l'autre jour, vous avez même donné des dates ici de août 2019 que vous serez à Brazzaville. Est-ce que tout cela n'a pas contribué à irriter M. Mbao? Non, mais le fait est simple. Que je sois son porte-parole ou pas, ma visée à moi ne dépend pas de sa politique à lui. Lui, il a ses visées, sa politique et sa manière d'agir. Mais entre-temps, comme nous nous sommes convenus sur comment nous devrions marcher avec la proposition que j'ai faite auprès de l'ambassadeur qui ne m'a pas encore reçu jusque-là, une proposition pour laquelle on devrait rassembler les leaders d'opinion de tous bords pour que nous puissions, n'est-ce pas, concocter, élaborer un projet de société commun à nous tous et avoir une feuille de route dans le combat que nous sommes en train de mener. Monsieur le journaliste, je vais vous dire que si je parle politique, c'est effectivement pour aller dans ce sens-là, parce qu'il faudrait qu'il y ait une unité, une solidarité, un projet commun, une même vision que nous devons faire triompher. Donc, à partir de ce moment où, par exemple, ce qu'on avait convenu ensemble, lui, il a pensé que je ne marche pas comme il voudrait que je puisse marcher, ben, il m'a limogé. Gloire à Dieu. Et donc, je continue à faire ce que moi j'entends faire parce que je suis un homme non violent et je crois fermement
comme le Mahatma Gandhi, comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, que c'est au travers de la non-violence que nous pouvons bouter dehors les dictatures, mais pas seulement, que nous puissions changer le système dictatorial en implantant une croissance certaine de la démocratie, la liberté d'opinion, l'état de droit, la justice, la fraternité, pour développer les populations qui vivent dans une misère exsangue. Donc moi, je regarde beaucoup plus à qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout le système puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui prendrait le pouvoir avec ce même système, ceux qui entourent M. Denis Sassou Nguesso, qui ont gangréné toute la surface de notre politique, de notre économie, de notre société, si on ne trouvait pas le palliatif ou la thérapie de choc pour qu'ils comprennent qu'il est temps de donner à la nouvelle génération, de donner à la jeunesse, de donner des nouveaux hommes politiques qui puissent travailler pour le pays ne marchera pas. Donc, pour le moment, c'est en bonne et due forme et je pense que la chose a déjà été consommée. Voilà donc, on ne peut pas interdire à celui-ci ou celui-là de faire ceci ou cela. Non, nous laissons la liberté à nous tous de pouvoir travailler comme il faudrait. Mais pour moi, je militerai toujours en ce que nous puissions être tous unis dans ce combat pour que nous ne travaillions pas comme des fanatiques, comme des amateurs, mais en personnes responsables qui puissent proposer quelque chose qui va être utile au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, pourquoi pas en Afrique et dans le monde entier. Nous proposons quelque chose qui va booster l'homme noir dans le concert de civilisation humaine. Voilà. Donc, si on n'est pas d'accord, ben, nous faisons le chemin et on verra quelle sera la portée de ceux qui réussiront à emmener, n'est-ce pas, cette révolution pour la fin de la dictature. Voilà, merci. Donc, je rappelle à tous ceux qui viennent de se connecter que nous sommes au journal de la communauté, invité de ce journal, Gaston Maungu, qui est un membre influent, j'allais dire, de la communauté congolaise de France. Avec le révérend Arkamon, nous parlons de politique essentiellement, notamment de la diaspora. Une diaspora qu'il juge désunie et qu'il faille unir pour atteindre certains objectifs. Alors, mais avant d'en arriver là, d'entrée de jeu, j'ai affirmé que vous avez à votre actif près de 70 ouvrages, révérend Arkamon, et voilà, combien? 71. 71 ouvrages en l'espace de 15 ans, je crois. Non, en l'espace de 8 ans. De 8 ans, voilà, c'est, dirait-on, un record. Le plus récent, donc, c'est la publication à mon général Intel, ouvrage dont vous ferez la publication, la promotion le 15 mars. Et c'est cela. Oui. Est-ce que vous pouvez, en quelques secondes, nous parler de cet ouvrage? C'est très simple. L'ouvrage à mon général Intel est un ouvrage qui cristallise la politique telle que je la vois. Cet ouvrage a été publié en 2015, je crois bien, au moment où tout le monde au Congo-Brazzaville pensait que la dictature tomberait parce que les amis du dictateur l'avaient abandonné. Effectivement, j'avais une autre opinion à moi. Je ne croyais pas que les amis du dictateur l'avaient abandonné et je ne croyais pas, par exemple, que avec les forces en place, le général Jean-Marie Michel Mokoko pouvait remporter les élections parce que le croire était de l'amateurisme politique en sachant qui est le président Denis Sassou Nguesso et la manière dont il a travaillé dans le monopartisme et à la manière dont il a buté la démocratie que nous avions acquise difficilement lors de la conférence nationale souveraine avec les élections du premier président élu démocratiquement, M. Pascal Elisouba. Il s'est arrangé de mettre fin à cette avancée-là. Le monsieur ne pouvait pas accepter parce que, tout justement, les réseaux sociaux étaient en train de le critiquer. Non. Donc, j'avais prévu que l'opposition politique devait, parce que le pouvoir était vacant et que la Constitution ne permettait pas à M. Denis Sassou Nguesso de se représenter, j'avais exposé comment est-ce que l'opposition pouvait prendre la décision de se rassembler, faire une préélection pour élire un seul leader politique pour qu'il n'y ait pas une certaine politique de la chaise vide. Et c'est ce seul et unique leader qui devait confronter le président Denis Sassou Nguesso
sûrement qu'il devait mettre d'autres candidats à son goût, à lui, pour faire une mascarade. Mais les gens n'ont pas voulu réagir ainsi. Parce que, pour moi, on n'allait pas aux élections parce que nous n'étions pas d'accord ni avec le référendum, ni tout ce qu'il avait fait auparavant qui devait contribuer à ce qu'on aille aux élections. Donc, on avait deux choix. Soit qu'on n'allait pas aux élections, on le laissait faire lui seul, soit que nous devrions faire une préélection pour élire l'opposant que nous présenterons unanimement et uniquement en face du président des Nations Unies. Et je crois que si on avait agi ainsi, il n'aurait pas pu avoir le moyen de tricher. Parce que nous savons très bien qu'avec un seul opposant, il est impossible que lui il puisse conserver le pouvoir. Donc c'est en ce moment-là que j'avais publié ce livre, mais il y a aussi le programme pour renverser par la non-violence la dictature avec les propositions qui sont à l'intérieur. Voilà, vous n'allez pas tout dévoiler ici, sinon personne ne va acheter ce livre. Je ne vais pas tout dévoiler parce que ça sinon, se passera plutôt voilà, au Salon du Livre. Voilà. Donc, le Salon du Livre est prévu le 15... au 16 mars. Le 16 mars. Où précisément? C'est à Porte de la Villette. Et moi, je vais intervenir le vendredi de 18h à 20h dans le stand de Edilivre, mon éditeur. Et donc, voilà, je ferai des interviews pour les journalistes qui seront sur place. OK. Voilà. Et des dédicaces aussi. Voilà. Révérend Akamon, merci donc pour toutes ces précisions. Alors, nous passons droit au sujet du jour, notamment l'unité de la diaspora. Qui divise cette diaspora? Oui, voilà. Mais avant, n'est-ce pas, que nous entrions dans l'ensemble de la problématique, je voudrais dire à tous ceux qui vont nous suivre que parler de la division de la diaspora ne voudrait pas dire que nous sommes en train de trahir le combat. Non, il n'en est pas question. Et puis, parler de la diaspora, de sa division, est une chose normale parce que la dictature que nous sommes en train de combattre elle-même est impliquée dans cette division de la diaspora. Donc, nous devons en parler pour éveiller l'attention des combattants, pour éveiller l'attention de la population, pour éveiller l'attention du peuple congolais, qu'il n'est pas intéressant pour nous que nous puissions nous laisser divertir par la dictature qui met sur place des espions qui torpillent le mouvement, n'est-ce pas, du combat. Car en effet, si le combat avait une seule vision, des mêmes propositions, si le combat avait réussi à rassembler les leaders politiques, les leaders associatifs, les animateurs de tout le mouvement en un seul bloc qui ferait la représentation de ce que nous pensons politiquement et associativement, il n'y aurait pas ce que nous sommes en train de subir actuellement comme échec. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Et comme déboire, ça aussi, il faudra le reconnaître. Donc, nous allons parler de cela, pas pour dire que nous avons une faille. Oui, il y a la faille, mais le travail doit être fait pour que nous puissions, nous tous, comprendre pourquoi est-ce que nous insistons sur le fait que nous formions une organisation politique unique avec un représentant qui devra chapeauter cette organisation-là. Voilà. Parce que ça se passe toujours comme ça quand on voudrait renverser une dictature qui est bien cimentée dans notre pays. Voilà, donc nous parlons ici de ce que vos propositions, parce que je rappelle à tous les auditeurs que vous êtes arrivés ici avec des propositions concrètes sur comment refaire cette unité de la diaspora et rendre plus efficiente la lutte que vous menez. Alors, oui. Vous parlez dans vos écrits de ce que vous nommez, vous qualifiez de congrès diasporaïque. C'est quoi ce congrès? Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, nous dire ce qui va se passer dans ce congrès et comment sera-t-il organisé? Il est très simple d'organiser un congrès diasporaïque parce que les leaders politiques, les animateurs associatifs, les leaders d'opinion, les élites, devraient tous travailler ensemble, s'appeler, s'organiser, à prendre une date, un lieu,
déterminer le nombre de jours qu'il faudrait faire, par exemple 3 jours, pour que tous les hommes politiques, tous les dirigeants associatifs viennent présenter leur expertise et leurs solutions pour une sortie de crise contre la diaspora. Alors, cela va se faire par étapes. Par exemple, le tout devra commencer au niveau de l'extérieur à la France, parce que la France devrait chapeauter cette forme d'organisation, parce que les choses ne se passent pas seulement en France. Au Canada, aux États-Unis, et on diviserait par exemple l'Afrique en 5 regroupements. Nous aurions des représentants de chacun des 5 regroupements qui enverraient ici à Paris, parce que la plus grande portion de notre diaspora se trouve ici à Paris, et ayant fait la récolte de toutes les propositions, la récolte de toutes les idées, toutes les pensées, tous les projets, on les centralise ici et on trouve l'occasion de pouvoir en formuler les commissions, les moratoires, les recommandations et tout. Et on s'assemble pour trouver qui doit chapeauter tout ce que nous sommes en train de faire et établir une feuille de route pour descendre au Congo, par exemple, et enclencher ce que nous appelons la seconde conférence nationale souveraine congolaise, forcer le pouvoir en place de pouvoir l'accepter. Révérend, vous avez raison, mais avant de passer à la feuille de route, Révérend, vous savez qu'il y a quelques années, votre diaspora a tenu ce qu'ils ont appelé un congrès de la diaspora, donc une espèce d'états généraux. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu ce congrès, ou bien ce que sont devenues les conclusions de ce congrès? Est-ce que vous estimez que ça peut facilement se réaliser quand vous prenez toutes ces forces en présence aux intérêts divergents? Vous êtes sûr que votre projet a des chances d'aboutir? Le problème, c'est que nous n'avions pas de chronique de ce que nous faisons. C'est un manque d'organisation. Vous pensez qu'il faut… Aujourd'hui, on peut demander aux leaders d'opinion qu'est-ce que vous avez fait dans telle occasion, qu'est-ce que vous avez fait dans telle occasion. Ils ne seront pas à même de vous restituer ainsi ce qu'ils ont fait comme travail. Et c'est pour cela que nous sommes en train de penser qu'une organisation est importante. Car vous ne pouvez pas combattre sans savoir depuis quand vous avez commencé, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez. Pour réussir à cela, il suffit purement et simplement que les dirigeants politiques, les responsables d'assemblée puissent bannir leur ego, c'est-à-dire se décider de comprendre que la lutte que nous faisons nécessite une unité, de la discipline, de l'organisation, de l'orientation, de la prévention. Vous voyez, il nous faut un staff qui s'occupe de ce qui se passe dans le combat, avec un message unique, avec une communication unique. C'est cela que nous proposons aux uns et aux autres pour qu'ils y adhèrent. Qu'on mette d'abord de côté qui sera celui qui dirige cette structure, mais qu'on se réunisse pour que nous puissions devenir une force en place capable de se faire entendre en national et en international. Aujourd'hui, si vous pensez qu'il faudrait que nous allions voir ce qui a été fait dans le passé, eh bien vous savez que tout cela a éclaté parce qu'il y a plusieurs dirigeants qui, chacun dans son groupuscule, chacun dans sa vision de la chose. Aujourd'hui, les gens veulent, chacun pour soi, veut devenir le héros qui va libérer le Congo. Voilà. Donc, nous proposons que les dirigeants politiques comprennent qu'une seule personne ne peut pas libérer le Congo, quel qu'il soit, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce dont il est capable. Nous avons besoin de rassembler tout le monde aujourd'hui parce que c'est l'affaire de tout le monde. Pourquoi nous sommes arrivés à la première conférence nationale? Bon, c'était la deuxième, hein, mais la conférence nationale de 1991. C'est parce que le système en place avait tout pourri et la population n'était plus d'accord. Il fallait que tout le monde parle pour que nous puissions entrer dans la démocratie. 30 ans après, nous sommes encore repartis au point de départ. Ça, les gens devraient le comprendre. Nous sommes repartis au point de départ. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés en 2 camps. Le camp de Pascal Lissouba et le camp de Denis Sassou Nguesso. Et l'idéologie de Pascal Lissouba… Alors, révérend, vous parlez de ce qui se passe, allô? Actuellement. Vous parlez actuellement sur la place de Paris? Non, pas seulement sur la place de Paris, dans quasiment toutes les diasporas, il y a
le président Pascal Lissouba et le président Denis Sassou Nguesso, qui ont des fils spirituels, en quelque sorte, en politique. Donc, leur division à eux deux sont en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de parler de cela. Et donc, il ne faut plus que nous puissions continuer avec cet antagonisme. Comment surmonter ce qui paraît antinomique? C'est là le problème, parce que vous avez des gens qui sont sourds d'oreille, peut-être parce qu'ils s'occupent du ventre, non? Ce n'est pas ce qui les préoccupe? Oui, nous avons des gens qui ont la sourde oreille, c'est vrai. Mais notre but est de les forcer à ne plus être ce qu'ils sont, parce qu'ils sont déjà des pions dans cette lutte que nous sommes en train de mener. Vous voyez, notre pays est en crise, les populations souffrent. Nous ne pouvons pas, nous, devenir des croque-morts de notre propre population en faisant que chacun de nous puisse vouloir tirer profit de ce chaos qu'il y a là. Et c'est pour cela que nous voulons amener les dirigeants politiques de la diaspora ou du Congo-Brazzaville de se dire il faudrait un rassemblement qui devra faire que nous puissions réussir à sauver le pays. C'est pour cela que personnellement, nous avons des dates. Je vais me taire de ne plus les prononcer parce que cela comporte un travail que nous avons fait en commun avec un groupe. Nous repasserons bientôt sur les médias pour faire connaître qu'est-ce que nous sommes en train de penser. Donc, en mon intervention, je m'occupe un peu de tout ce que moi, j'ai fait comme ouvrage que je suis en train de présenter pour la libération du pays. Je suis en train de parler de ce qui est personnel. Mais tout ce que j'ai de personnel et qui a été symbiosé, qui a été réunifié avec d'autres tendances, je vais m'efforcer de ne pas toucher là-dessus parce que c'est lorsque nous nous leverrons et que nous ferons notre communication que nous parlerions de cela. Mais pour le moment, dans ma lancée, il est impératif que les dirigeants politiques que j'ai scindés en deux groupes, oui, les fils spirituels politiques de Pascal Lissouba, les fils spirituels politiques de Denis Sassou Nguesso ne devraient plus continuer à défendre ou à déchirer le Congo en deux pour donner raison à celui-ci ou à celui-là. Mais plutôt, nous devrions nous dire le temps que ces messieurs ont eu à réaliser dans la gouvernance du pays est passé. Tout cela nous a conduit à une crise. Maintenant, il faut sortir de cette crise. Donc, les forces en place doivent commencer par se rassembler en dehors de tout ce qui a été fait. Toutes les divergences doivent converger vers un seul point et c'est ce point-là qui nous amène à rassembler toutes les personnes aujourd'hui pour que nous fassions l'expertise des 30 ans de démocratie dans notre pays. Nous allons faire cela pour prôner et propulser ce qu'on appelle la thérapie de choc, la confrontation de choc avec la mouvance présidentielle pessétiste et apparentée qui continue de conduire le pays tel qu'il est en train de le conduire. Il faut affronter, n'est-ce pas, ce léviathan-là. Et pour l'affronter, il nous faut une organisation. Donc, bientôt, nous viendrons vous dire les dates pour cette organisation que nous voulions dans la diaspora et devenir une force politique unique qui va conduire ce combat. Voilà, nous allons avancer, le temps presse. Bon, pour vous permettre de souffler, une question. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on appelle là-bas chez vous la nuit du poule? Oui, la nuit du poule est un engagement politique de certains membres du poule. Un, pour se lever contre la dictature qui a fait le génocide. Non, ils ont dit, révérend, que c'est un engagement culturel. Bon, une question. Question. Vous êtes révérend, je vous donne la possibilité de gagner un billet de cette nuit du poule. Donc, c'est une manifestation. L'organisation existe, mais ils ont une manifestation qui se tient quelque part. Alors, vous allez me dire, vous êtes du poule, non? Non, je ne suis pas du poule, je suis de la Boisie. Voilà. Est-ce que vous pouvez écouter, donnez-moi le nom de cet orchestre et vous gagnez un billet de $50. 50 €. Le nom de l'orchestre. C'est un orchestre du poule. Ça vous rappelle quelque chose? Les années 70? Je me couche.
Comment? Je me couche. Voilà, voilà, voilà. Le nom de l'orchestre, non? Aucune idée. Je t'ai Oh, dit bon, que vous ratez les... Alors, je demande donc à ceux qui suivent l'émission de réagir à ceci. Alors, vous pourrez mettre votre réponse au bas ici, là, sur le lien d'écoute de l'émission. Hein. Alors, dites-moi de quel musicien ou orchestre, quel est le nom de cet orchestre. Voilà. Et vous gagnez un ticket qui vous permet d'aller fêter à la Nuit du Pôle. Ça se passe en mai prochain, là-bas en France. Alors, révérend, revenons un peu sur notre thème du jour. Vous avez aussi relevé dans vos écrits, révérend, qu'il y avait une espèce de déficit de communication dans cette diaspora. Et donc, vous pensez que il faut créer un média dans une structure dont le but serait de véhiculer correctement tout ce que vous avez retenu dans ce projet de fédérer les forces de l'opposition. Oui. Pourquoi je parle de la fédération, effectivement, des médias que nous avons sur Internet ou de la presse? Mais c'est parce qu'il y a une cacophonie, mon frère. Chacun décide ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut et au final, nous n'avançons pas. Et nous trouvons que cela n'est pas bon. Alors, quelle est ma proposition? Ma proposition, c'est qu'il faudrait que nous puissions avoir un média unique. Celui-là qui sera le porte-parole du combat. Donc, toutes les structures peuvent continuer d'exister avec tout ce qu'ils font, mais il faudrait qu'il y ait officiellement un média qui nous présente les nouvelles du combat. Et c'est ainsi que, par exemple, aujourd'hui, nous avons au pays cette taxe d'habitation qui est en train de diriger le cœur de tous les Congolais. Bon, vous allez voir que des personnes vont se mettre à réagir. Pungi a fait un très bon travail d'explication et il a fait comprendre aux gens. Un tel aussi est venu, il a dit, mais nous n'avons pas le mot d'ordre par lequel on puisse dire, la diaspora a dit, nous ne voulons pas que cette taxe puisse passer. Vous mais ce n'est pas la pensée unique? Mais la pensée unique. En fait, il faudrait que vous compreniez ce que nous avons comme problème. Nous avons une dictature qui marche dans ce que nous sommes en train d'appeler une dynastie républicaine. Donc, nous sommes dans la pensée unique. Ici, là, on est en train de parler d'une organisation qui va combattre la pensée unique. Nous voulons avoir la chaîne officielle, l'organe de communication unique. Cet organe-là ne fait pas taire les autres organisations. Toutes les organisations peuvent pour elles faire tout ce qu'elles font, mais en ce qui concerne ce qui est du combat, s'il y a des activités qu'il faudrait réaliser, par exemple là, nous sommes en train de parler de nos frères qui sont partis en Italie, mais il y a des gens qui n'en savent absolument rien. Il y a, je crois, au courant de cette semaine, un certain nombre de personnes qui se réclament de la diaspora sont allées négocier avec le chargé de la zone Afrique de l'ONU. Mais il y a des personnes qui ne sont pas au courant. Et donc, ces personnes-là partent au nom de la diaspora, mais ce sont des personnes que personne ne maîtrise, que personne ne connaît. Sinon, il faut vraiment des investigations pour savoir qui est en train de faire quoi. Donc, si nous avions un organe de presse et des médias de la diaspora, les nouvelles devraient passer par cet organe-là. Et cela orienterait bien le combat que nous sommes en train de mener pour savoir, par exemple, qui est pour le dialogue avec Sassou et qui se sont rendus à New York, mais nous ne le connaissons pas. Or, si cet organe est là, nous allons connaître qui fait quoi. Donc, ce n'est pas une pensée unique, mais c'est tout simplement comme vous allez retrouver dans un pays où il y a beaucoup de médias, mais il y a un média officiel qui a la notoriété, n'est-ce pas, de faire passer le message de la diaspora. C'est cela que je propose. Je ne propose pas une pensée unique, mais dans un combat, si vous avez un seul organe de communication, c'est une pointe, c'est un aiguillon qui fait connaître la parole et l'activité de la diaspora. C'est ça ma proposition. Alors, révérend, vous parlez de là c'est une passerelle puisque je voulais aborder la question de la communauté internationale. Vous parlez de cette délégation qui s'est rendue à New York. Je constate avec peut-être beaucoup de mépris. Est-ce que
dans votre proposition, parce que il faut dire aux auditeurs que vous avez rédigé tout un ouvrage sur Oui. la possibilité, comment négocier, comment intéresser la communauté internationale à aider les Congolais de Brazzaville. Alors, cette délégation, vous estimez qu'elle est une délégation de la diaspora ou d'une partie de la diaspora? Non, c'est une délégation d'une partie de la diaspora. Vous comprenez? Et La diaspora militante, bien sûr, parce que nous ne... Non, vous pouvez donner tous les noms que vous voudrez, parce que dans un combat, tous sont importants. Il y a les pacifiques, il y a les loyalistes, il y a les extrémistes. Dans un combat, tous sont importants. Mais le malheur, c'est qu'il n'y a pas une organisation politique qui les chapeaute. Et donc là, les gens, c'est les mêmes, hein, nous sommes en train de nous renseigner et nous comprenons que les mêmes qui ont fait Bristol ici à Paris, c'est les mêmes qui sont en train de tenter de faire... Lesquels on ne les connaît pas, révérend. Les noms. Vous ne les connaissez pas. Et alors, voilà exactement le problème que je voudrais poser à tout le monde. Aujourd'hui, ils sont là. Nous connaissons quelques noms, mais nous n'avons pas les preuves, les confirmations. Donc, il n'est pas bon que la diaspora continue ainsi. Il faut une organisation de tout le monde pour savoir qui fait quoi au nom de la diaspora. Et si cela n'est pas là, eh bien, nous allons toujours continuer de nous laisser divertir par la dictature qui peut utiliser des uns et des autres qui ont besoin de se faire voir. Et ce n'est pas bon. C'est sur ce point-là que nous voudrons qu'il y ait une organisation pour savoir aujourd'hui est-ce que nous sommes d'accord avec le dialogue tel que Sassou est en train de l'imposer ou bien que c'est nous qui devons travailler pour lui imposer le rythme de la population. Or, cela ne peut être possible s'il n'y a pas d'organisation. Nous devrons savoir que pour que nous ayons un aura et que nous ayons une activité progressiste, positive, rentable, l'unité est le commencement. Mais tel que les choses sont en train de se faire actuellement, on ne réussira pratiquement rien. Il faudrait que ceux-là qui sont en train de parler au nom de la diaspora sachent qu'ils n'ont pas la délégation de pouvoir de toute la diaspora, c'est malheureux, qu'ils parlent au nom de la diaspora, mais ils ne sont qu'un groupuscule qui prennent des décisions comme ça en se consultant avec quelques personnes. Or, s'il y avait une instance unique, ces personnes-là viendraient d'abord parlementer avec tout le monde, même si tout le monde n'est pas là, mais au moins tout le monde est au courant de ce qui devrait se passer et on délègue un certain nombre de personnes après qu'on ait discutaillé, après qu'on ait trouvé le consensus si il faudrait embrasser ce que l'ONU a entamé ou non. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand les gens entendent parler de l'ONU, ils pensent, voilà, on va nous aider. Non, mais il faudrait comprendre les enjeux qu'il y a. Si la France-Afrique fait ce qu'elle fait, c'est parce qu'il y a de l'intérêt pour la prédation de notre richesse du sol et du sous-sol. Eux ne pensent qu'à ça. Or, nous, Africains, nous pensons qu'on a un oncle, un grand frère qui devrait faire tout le travail à notre place. C'est pour cela que ça échoue. Et conséquemment, ceux-là qui veulent se faire voir, qui n'ont pas une idéologie, qui n'ont pas un projet de société, qui n'ont pas une feuille de route, ils ne peuvent pas présenter aux gens, ils ne peuvent pas parler en notre nom à l'ONU. Bon, ils sont partis, ils reviendront et vous verrez que rien ne va se faire parce qu'ils n'étaient pas totalement représentés. Car des voix sont en train de s'élever pour dire que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait eux-mêmes. Or, maintenant là, les gars de l'ONU vont m'écouter. Les gars de quoi vont écouter? Ils vont se dire finalement, les gars là ne sont venus qu'en pagailleurs politiques. Voilà pourquoi il faudrait que nous comprenions qu'une ossature, une organisation politique est importante pour la diaspora. Voilà, révérend, vous avez des gens qui veulent bien poser des questions. Je rappelle que vous pouvez directement me joindre sur mon cellulaire, donc sur mon Messenger, pour intervenir en audio, pour ceux qui veulent poser des questions, parce qu'il nous reste à peine 10 minutes pour terminer l'émission. Alors, révérend, je réponds donc à M. Maungo. Vous avez quelques remarques ici, révérend, de ceux qui suivent l'émission, notamment de Serge. Voilà, il y a Serge Armand Zanzala, Super Tembessa, voulais-je dire. Voilà, merci donc Serge Armand Zanzala. Il s'agissait du Super Tembessa de Matumbu.
donc un orchestre des années 70, voilà, révérend, voilà, avec Adamo et autres. Vous aurez donc, vous devez m'envoyer vos références pour que je vous achète un billet pour la nuit du pôle. Alors, révérend, sur finalement, comment nous abordons déjà la chute, donc, quelles sont à court et long terme les conséquences de cette désunion de la diaspora, de tout ce désordre auquel nous assistons? La conséquence est que le combat est affaibli et nous ne sommes pas audibles au pays. Le pouvoir en place sait que tant que nous ne nous rassemblions pas et que nous devenons une force utile, forte, puissante, la dictature va continuer de cavaler. Elle va continuer de nous imposer son rythme. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe au Congo qui n'est pas, pour laquelle nous ne sommes pas d'accord, nous on réagit. Donc, nous sommes manipulés aussi dans ce sens-là, alors que le monsieur sait qu'il est en train de préparer, par exemple, n'est-ce pas, tous les Congolais à accepter les élections de 2021. Voilà. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons pas une organisation qui puisse savoir qu'est-ce que nous cherchons. Aujourd'hui, les avis sont partagés. Il y a ceux qui veulent aller à cette élection 2021. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait arrêter net la dictature, de ne plus imposer au pays sa politique à elle, et donc qui s'organise pour faire de telle sorte que nous ne pourrions jamais arriver aux élections si nous n'avons pas en face de nous le rassemblement de tous les Congolais dans une seconde conférence nationale souveraine qui se tiendra à Brazzaville avec tous les préalables d'organisation qui réussiraient. Voilà, donc c'est ça. Tant que nous ne sommes pas unis, la dictature va continuer de nous imposer son calendrier tel que la dictature voudrait que nous puissions la subir, alors que les vrais problèmes du pays, en social, en économie, en finance, en banque, tout cela nous présage, nous présente plutôt une banqueroute. Voilà. Donc, si nous sommes unis, nous pourrons être capables de braver ce que la dictature est en train de faire. Mais si nous ne sommes pas unis, c'est impossible, c'est déjà perdu d'avance. Voilà, révérend, nous allons prendre quelques questions des auditeurs. Nous avons en ligne un membre de la rédaction, donc monsieur, un autre Maungu, voilà, Freddy Maungu du Canada. Alors, salut Freddy. Oui, salut, bonjour Jean Lewis. Est-ce que vous l'entendez, révérend? Oui, j'entends Freddy Maungu du Canada. Allez-y. Oui, je suis content du débat, le sujet est très important et je voudrais juste intervenir sur l'aspect où M. Maungu est en train de parler sur une force représentative de la diaspora. Je crois que c'est exactement ce que nous avions proposé en 2016 lors du forum international de la diaspora qu'il y a eu à Winnipeg, Manitoba, au Canada. Alors, nous avons vu, c'est triste de constater que un certain nombre de personnes de la diaspora peuvent s'auto-prendre un mandat et leur permettant d'aller parler au nom de toute la diaspora. Normalement, ça devait être de façon démocratique où une force serait choisie par différentes forces actives de la diaspora et leur accordant ce mandat d'aller représenter toute la diaspora au nom de l'unanimité de la diaspora. Donc, je soutiens un peu, je soutiens exactement ce que M. Maungu est en train de dire, mais aussi je conseille que nous l'avons proposé. Nous avons proposé en 2016. Si vous pouvez lire le rapport que nous avons, c'est sur notre site fi242.com. Il y a un rapport final. Toutes les propositions sur les forces vives, les projets, les démarches à faire sont là. Et aussi, vous avez parlé d'un média de la diaspora. Je crois que nous avons déjà un peu de la diaspora des médias qui travaillent pour le compte de la résistance, de l'opposition active. Et ceux-là aussi que vous pouvez contacter et peut-être faire passer, véhiculer le message qu'il faut.
Et nous, au niveau du FIL 242, on sera disponible. Si vous nous faites des propositions, des consultations, on sera disponible de mettre notre expertise à votre disposition afin que nous puissions trouver cette force active qui peut représenter la diaspora. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, rapidement, révérend, peut-être une réaction. C'est pas, il a ajouté, il a enfoncé le clou à ce que vous venez de dire. Exactement. Et donc, ce qui revient à dire qu'il est impérieux que nous puissions travailler, que les dirigeants politiques et associatifs comprennent que c'est important et donc qu'ils s'y mettent parce qu'il y a déjà nos amis du Canada qui ont fait ce travail. Moi, je suis très heureux de savoir qu'il y a des personnes qui pensent ainsi. Malheureusement, ce qu'ils ont pensé n'a pas pu impacter à toute la communauté diasporaïque canadienne, états-unienne, parce que États-Unis, ça existe dans les dictionnaires, européens, africains. Donc, le but que nous voulons maintenant, c'est que les bonnes idées qu'il y a passées par là puissent être rassemblées et être mises en exergue. Ça, c'est ce que demandent les Congolais. Car crier un jusqu'au boutisme contre Denis Sassou Nguesso, sans des propositions, sans un projet de société, sans une feuille de route d'activité pour triompher de la dictature, ça sera toujours du passe-temps, on perdra notre temps, on ne réussira pas à léguer, n'est-ce pas, à notre génération, ce que nous voulions aujourd'hui réaliser comme victoire, de telle sorte que nous sachions que nous pouvons, par la non-violence, réussir à changer les choses. Voilà, en tout cas, nous sommes heureux de savoir que nos frères pensent de la même manière, quoique depuis 2016, ils ont pu faire cela. Alors, à partir de 2016, il y a beaucoup d'ouvrages. Je pense que je peux vous en citer 8 qui militaient dans ce cadre-là. Donc, il sera aussi important que nous sachions que nous avons des têtes, nous avons des hommes qui réfléchissent, de bonne volonté. Il faut maintenant une organisation politique unique qui va chapeauter toutes les divergences sous la forme d'une convergence. Voilà. Alors, merci donc, révérend. Nous avons des questions qui pleuvent. Un autre auditeur, monsieur Ange, Félicien Ange, c'est à vous. Oui, bonjour Jean Lewis, bonjour à ton invité. Oui, c'est le révérend Akamon, Gaston Maungu. Ok, bonjour le révérend, c'est un pasteur, hein? Je savais pas. Oui, oui, le pasteur, oui. D'accord. Bon, j'interviens. Le sujet est vraiment important. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Mais j'interviens. Mon intervention, c'est juste une observation. Aujourd'hui, la population, nous qui sommes la population, même si nous sommes à l'étranger, je parlerai de la population congolaise en général, ne croit plus à ces politiciens ou à nos opposants, s'il faut le dire dans ces termes. Parce que à chaque fois que la population donne sa confiance à cette opposition, on a constaté que ce sont les mêmes opposants que le pouvoir en place a l'habitude de manipuler. Aujourd'hui, si on fait confiance à X, dans 2 matins, ça va, ça va. Le conseil que c'est la même personne qui va se retrouver la nuit, je ne sais pas, à Brazzaville ou à Oyo, et le jour, il va vous dire qu'il est opposant. On en a vu avec les opposants qui sont sur place à Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas traité, de quoi ils n'ont pas traité le pouvoir en place? Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui bouffent avec le pouvoir dans la même assiette. Les opposants qui sont à Paris, c'est la même chose. Le cas de l'ambassadeur Makome, tout le monde le sait. C'est ce qui, aujourd'hui, évidemment, pousse la population congolaise à ne plus supporter cette opposition parce qu'elle ne croit plus en cette opposition qui, de temps à autre, se fait manipuler, qui de temps à autre, se fait pétrir comme une pâte, puisque nous avons un boulanger qui sait manipuler ces machines pour mettre tout le monde dans la pâte ou la farine. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et que les opposants ne disent pas que la population congolaise
se laisse aller. Mais elle n'a plus comme un enfant qui n'a plus de sein. Il ne sait plus à quel sein se vouer. C'est ça la problématique. Donc, il faudra vraiment réfléchir longuement pour trouver certainement d'autres alternatives. Mais lesquelles? Ça, c'est le point d'interrogation. J'en ai terminé à J. Lewis. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, Dimitri Porat sera le suivant, Dimitri. Alors, pour ceux qui veulent participer en audio, alors, vous devez simplement appeler au Messenger ou sur mon cellulaire 312 450 10 88. Alors, révérend, c'est à vous. Oui. Et donc, vous êtes en train de comprendre que c'est le même constat. Aujourd'hui, nous devons ne pas accepter cette reddition socio-économico-politico-militaire que le pouvoir en place est en train de nous emprisonner. Il nous faut un réveil. Alors, le réveil que nous sommes en train de vous présenter ne signifie pas mettre la confiance dans quelques personnes. La proposition est que si vous mettez la confiance dans quelques personnes, les choses ne réussiront pas. Nous voulons réaliser une organisation unique, politique, qui vous présente un projet de société unique, qui vous présente un modèle de travail unique. Alors, en ce moment-là, si les personnes qui sont à l'intérieur de cette organisation vont aller bouffer avec la dictature, mais vous avez le programme qui a été conçu, élaboré pour descendre cette dictature et remporter la victoire. Vous continuez. Donc, il faut que nous sachions qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des hommes politiques qui ont déchoué, mais cela ne devrait pas pousser la population de croiser les bras. Alors, nous avons des propositions et il est important que nous sachions aussi que ce qui nous manque, c'est une pensée sur laquelle des hommes et des femmes peuvent se saisir pour renverser les choses et être en mesure, par exemple, de prendre en flagrant délit toutes ces personnes qui sont en train de mal se comporter, les traduire dans une justice, pas pour qu'ils soient, n'est-ce pas, condamnés, mais au moins isolés. Nous pouvons savoir qu'un tel a fait ci, a fait cela, qui est contre le progrès que nous sommes en train d'impacter, que nous sommes en train de présenter à tout le monde. On les isole, ils ne sont plus audibles. Et si nous avons une organisation médiatique unique, ces personnes-là ne peuvent plus utiliser cette organisation médiatique pour s'exprimer parce qu'ils ont été exclus par un travail qui est chapeauté par une organisation politique collective. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir que c'est important. Alors, mettons-nous-y. Bien, mettons-nous-y. Vous connaissez qu'il y a des propositions qui sont faites. Peut-être que vous n'avez jamais entendu, mes bien-aimés. Révérend, je ne voulais pas vous couper. Le temps presse. Révérend, il y a M. Serge Armand Zanzala qui réagit sur cette question des médias. Il croit que la diversité et la pluralité des médias est une richesse. Oui, mais ce dont je suis en train de parler, je n'ai pas dit qu'il y a une pensée unique que nous devons former. Écoutez, il faut un organe officiel de presse, un organe d'une organisation politique. Les médias doivent continuer de faire leur travail tel qu'ils le font. Mais en ce qui concerne la mouvance, les activités sociopolitiques de la diaspora, il faudrait bien qu'il y ait une organisation politique qui coordonne toutes choses, qui organise toutes choses, qui oriente toutes choses. Et donc, cette organisation-là doit avoir un média officiel. Ça pourra être tous ceux qui ont des médias qui auront de la place là-dessus. Nous allons nous rassembler, trouver le consensus pour qu'il y ait un directeur général adjoint et donner les postes, même à tout le monde si vous le voulez. Mais pourvu que cet organe de presse soit celle qui va apporter le message de la diaspora pour que personne ne parle plus au nom de la diaspora sans mandat de la diaspora. Or, ouais. Attends, s'il te plaît, Jean-Lévis. Allez-y. Nous pouvons aujourd'hui dire il y a un tel qui est en train de parler au nom de la diaspora, nous ne sommes pas d'accord. Mais il y a un problème qui se pose. Nous qui ne sommes pas d'accord, qui sommes-nous? Avons-nous aussi le mandat de la population? Non. Ceux qui sont en train d'agir, ont-ils un mandat de la population? Non. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas une organisation politique qui chapeaute le combat. Voilà. Donc la pluralité, c'est ce que moi j'appelle la diversité qui devra converger vers un point
de convergence pour l'unité nationale et mener le combat en rang serré et non en rang dispersé. Nous ne sommes pas contre la prolifération des médias et la liberté d'expression, mais il faudrait que nous... Aujourd'hui, par exemple, dans les pays démocratiques où il y a beaucoup de médias, mais il y a quand même la CNSA, par exemple, en France, qui s'occupe un peu de tout. Il y a aussi d'autres organisations, mais il y a toujours le ministère de l'Information qui chapeaute le tout. Nous ne pouvons pas continuer comme ça en rang dispersé. Révérend, je n'ai pas fini de lire la remarque ou la question. Allô, est-ce que vous m'entendez, révérend? Oui, je vous entends très bien. Voilà, il disait la diversité et la pluralité des médias est une richesse. Il ne faudra surtout pas éloigner la diaspora de la fédération de l'opposition congolaise. Rejoignez cette fédération qui existe déjà. Qu'en dites-vous? Mais bien sûr, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Elle existe déjà, cette fédération. Est-ce que la fédération de l'opposition existe au pays, bien sûr. Mais est-ce que notre participation à nous n'est pas importante? Voilà. Et qui fait la différence entre ce qui se passe au pays et ce qui se passe ici? Il y a une coordination, un pont qui n'existait pas. Nous voulons bien construire ce pont entre la diaspora et l'opposition. Ce travail-là est en train de se faire, mais ce dont nous sommes en train de parler, c'est la contribution de la diaspora. La diaspora, c'est quoi? Ce sont les Congolais qui sont à l'étranger. Il faudrait qu'ils s'organisent en instance politique unique pour être capables de faire des propositions qu'au pays, il est impossible de faire à cause de la reddition, c'est-à-dire le tais-toi de la dictature. Les gens peuvent bien aujourd'hui parler, mais prenez le discours de Tsassima Biala. Prenez le discours de Mounari. Vous allez trouver que ce sont des discours riches. Malheureusement, tout ce qu'ils disent ne sera pas accompli parce que le pouvoir en place n'est pas d'accord avec cela. Donc, il faudrait que nous, la diaspora, nous nous constituions aussi en force politique qui regrouperait les partis politiques et tous les tremplins politiques pour que nous ayons voix au chapitre afin d'impacter la politique actuelle et d'être à mesure à la fois de booster l'opposition et de produire les changements dont nous avons besoin. Voilà. Donc, une organisation ne peut jamais être haïe ou rejetée. Tant qu'au Congo et ici en diaspora, on avait rejeté cette organisation, remarquez depuis combien de temps est-ce que nous faisons ce combat? Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi les gens ne trouvent pas l'importance d'unifier les forces? On dit que l'union fait la force, mais c'est le cas actuellement. Parce que vous combattez une dictature qui est unie. Regardez tout autour de la dictature, il y a un clan 450, comme le disait Sassou lui-même. Je ne partirai pas sans les clans 450, mais aujourd'hui, nous dénombrons près de 1000 personnes autour de lui, n'est-ce pas, qui se sucrent avec lui. Comment booster cela? Il faut que les forces proviennent de partout, que les idées proviennent de partout, mais si vous voulez que les idées qui proviennent de partout soient reconnues au pays, il faut une activité réunificatrice. Et quand il y a une activité réunificatrice, il y a un organigramme. Parce que là où les personnes sont assemblées, il y a toujours une hiérarchie des valeurs qui devra être mise en place par le consensus pour parler au nom de la diaspora, agir au nom de la diaspora. C'est cela dont nous sommes en train de parler. On ne veut pas mettre de côté les Congos. Mais attends, vous ne comprenez pas que nous sommes en train de parler du Congo pour tous les Congolais en apportant quelque chose qui est notre contribution. On ne peut pas rejeter notre contribution parce qu'il y a une opposition politique. Mais l'opposition politique, vous ne savez pas qu'elle est biaisée. Si vous parlez des gens qui, le jour, sont avec la population, la nuit, ils sont avec Sassou Nguesso, mais c'est parce que tout l'argent du pays est entre les mains de Sassou Nguesso. Le trésor public est chez lui en bilan, n'est-ce pas? Bon, l'armée est de son côté. Vous comprenez? Les partis politiques apparentés s'arrangent pour qu'il n'y ait pas la véritable liberté d'expression. On a des arrestations arbitraires, des disparitions d'hommes politiques, de militants politiques. On a des gens qui meurent à Chakona et tout. Pourquoi? Mais parce que la dictature sait qu'il n'y a pas un contrepoids. Or, c'est nous le contrepoids. Si nous réussissons à nous unir, nous sommes le contrepoids qui fera peur, qui fera trembler
et qui fera que nous allions à la seconde conférence nationale, nous tous, pour régler la question du pays. Nous avons un programme sur cela. Je vous ai dit que nous parlerons de cela avec nos amis. Je ne suis pas seul. Il n'y a pas de problème. Révérend, entre-temps, il nous reste moins de 10 minutes pour nous séparer. Nous avons en ligne un autre auditeur. Vous savez que les réactions, elles pleuvent du fait même de votre discours. Alors, Dimitri Poa, c'est à vous. Bonjour, Dean Louis. Merci de m'avoir accordé la parole. Et bonjour au révérend Maungu. Bon, salut, mon père. Le révérend vient de parler de beaucoup de choses, mais la question principale n'a pas été répondue. Bon, d'abord, pour moi, cette question n'a pas de raison d'être posée, puisque ça va nous diviser de plus. Qu'est-ce qui divise la diaspora? Je pense que c'est... Non, il disait, qui divise la diaspora? Qui divise la diaspora? Que ça soit qui divise la diaspora, je pense que ce n'est pas ce que nous avons besoin aujourd'hui. Le révérend a démontré beaucoup de choses, mais pour réussir à réorganiser cette diaspora, nous devons l'analyser au point de ses racines. N'oublions pas que nous sommes sortis du pays avec des visions différentes, appartenances politiques différentes. Et dans cette diaspora, il y a également l'opposition. Donc, la première des choses que nous devons faire au sein de la diaspora, c'est de se localiser. Qui est réellement de l'opposition et qui est du pouvoir? Après ce travail, il y a un grand travail qui est déjà fait au niveau de la France et même au Canada et aux États-Unis. Au Canada, mon frère Freddy Maungu venait de démontrer ce qu'il y a eu à faire au sein du FID. Notre problème, c'est parce que nous n'arrivons pas à localiser quel genre de leader nous sommes. Pour moi, révérend, je vous catégorise dans le genre de leader spirituel. Donc, ne sortez pas de votre rang de leader spirituel. Apportez-nous le message dans cette dimension-là. Parce qu'il y a un conflit que vous n'avez pas expliqué en profondeur avec votre différence entre vous et le général Mbaou, suite à votre radication de son mouvement. En tant qu'homme de Dieu, il y a une humilité spirituelle qu'il faut avoir à ce niveau pour ramener l'union que la communauté recherche aujourd'hui. Donc, quels sont les leaders que nous avons? Nous devons d'abord les reconnaître. Connaître qui est un leader de transformation, qui est un leader de situation et qui est un leader spirituel. Si nous pouvons nous ranger par rapport à nos visions, je pense que le conflit de la diaspora pourra s'arrêter. Parce qu'on ne va pas demander à un maçon d'être menuisier. On ne va pas demander à un menuisier d'être plombier. Donc, nous devons d'abord nous organiser à ce niveau. Ce travail, je pense, en train d'être fait. Il y a un frère qui a dit qu'il y a déjà une fédération. Retrouvons ceux qui ont déjà débuté ce travail. Asseyons-nous et analysons ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas été bien fait. C'est pourquoi, révérend, je vous demande de parler de l'humilité, un peu plus de l'humilité, pour ramener les leaders de la diaspora vers une raison positive, afin qu'on s'asseye, qu'on examine réellement les problèmes. Vous avez parlé que il y a, je pense, Félicien qui a posé une question concernant des leaders. La journée sont avec le peuple et la nuit sont avec le pouvoir de Brazzaville. La réponse est que c'est eux qui tiennent les caisses de l'État, c'est eux qui ont les finances. Mais la diaspora n'a pas besoin des finances de Brazzaville pour s'organiser. Nous pouvons créer nos finances à nous. C'est cette connexion négative qu'il y a entre la diaspora de l'Europe, de l'Amérique, du Canada et les connexions négatives avec Brazzaville qui nous empêchent d'évoluer. Essayons un peu de se fermer pendant une période donnée, oubliez Brazzaville,
travaillons diaspora. Qu'est-ce que nous pouvons faire au sein de la diaspora? Dimitri, il te reste quelques secondes là déjà. Ouais, ben, je m'arrête par là, mais merci, révérend, pour ce travail que vous êtes en train de faire. J'aimerais lire vos ouvrages pour essayer un peu de m'inspirer un peu plus. Merci. Alors, révérend, avant que vous ne répondiez, je voudrais d'abord préciser à notre ami Dimitri que le révérend était reçu sur cette antenne il y a 2 mois et nous avons largement abordé la question du rapport entre la politique et la religion. Alors donc, Dimitri, je vous invite à suivre réécouter cette vidéo. Il parle longuement sur les rapports entre politique et religion, le leader spirituel, tout cela, tu peux donc le trouver. Bon, s'agissant de la question du général Mbaou, je crois qu'il pourra répondre lui-même. Oh, ben de toutes les façons, il n'y a plus rien à répondre hein, parce que je suis un homme libre. Voilà. Le général Mbaou est un homme engagé. Nous avons besoin de ma liberté pour que ça marche. Nous avons besoin de son engagement aussi pour que ça marche. Les gens devraient le comprendre ainsi. Et si tout le monde est d'accord, nous allons nous retrouver, mais dans une organisation qui chapeaute toutes choses. Le frère vient de parler des propositions. Nous n'avons pas besoin de l'argent de Brazzaville. Nous pouvons nous cotiser et trouver de l'argent. Mais vous n'allez pas faire cela tant qu'il n'y a pas une organisation qui chapeaute tout cela. Et c'est le sujet pour lequel nous sommes en train d'inviter les Congolais qu'il est temps que nous ne puissions plus continuer comme on le faisait auparavant. Nous devons nous rassembler, n'est-ce pas, pour devenir une force nouvelle. Vous voyez, notre bien-aimé nous parle du fait qu'il y a des gens de l'opposition ici en diaspora et il y a aussi des gens du pouvoir ici en diaspora. Mais on dirait que nous, les Congolais, nous ne nous rendons pas compte. Alors là, je ne réponds pas à mon frère, mais je dis aux Congolais, comment se fait-il que vous savez que notre pays est en crise, mais vous avez encore la coloration politique du pays? Nous n'avons plus besoin d'avoir la coloration politique du pays avec le PCT apparenté, l'UPADC apparenté, les forums. Nous devons nous constituer en force politique qui réfléchit sur comment sortir le pays de la crise. C'est cela la politique que nous devrions réaliser. Ce n'est plus la politique d'être le prolongement du paysage politique contradictoire de Brazzaville qui ne nous avance pas. Nous devons savoir pourquoi nous sommes sortis du pays et que nous nous retrouvons ici. Nous devons savoir que notre activité doit faire que nous soyons la bouée de sauvetage de notre pays qui est en train de couler. Et c'est pour cela que nous n'avons même pas besoin d'être le prolongement des partis politiques qu'il y a au pays. Et c'est cela que nous voulons réaliser avec vous tous, qui aviez des idées, des projets qui peuvent faire que notre pays réussisse de nous unir en une organisation unique, sans coloration politique ni associative, mais avec un seul but, sortir le pays de la crise. Révérend, essayez de montrer que votre engagement politique ne dénature en rien votre qualité de leader spirituel. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement à ce frère? Eh bien, je vais répondre en disant aux gens, je suis un prédicateur, qu'ils prennent un stylo et un papier pour noter les textes de la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, qui permettent en ce que nous ayons des hommes spirituels comme nous. Je leur donne le texte de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. Quand vous le lisez, il vous est dit que nous devons prier pour les autorités pour que nous puissions vivre en paix. C'est à nous, Église, qu'on donne la responsabilité de prier pour les autorités pour que nous puissions vivre en paix. Mais lorsque nos autorités sont dictatoriaux, quel est notre devoir? Moi, en tant que prophète, quel est mon devoir? Mon devoir, c'est de dénoncer le mal de telle sorte que le peuple revienne à la justice. Et là, je retombe dans Romains, chapitre 13, versets 1 à 8, qui est très clair. Mon devoir à moi, c'est de faire que les gens comprennent 1 Pierre, chapitre 2, versets 10 à 20. Qui nous présente comment est-ce que nous devons marcher avec les autorités qui ne sont pas d'une bonne envergure pour le développement de tous. Il y a des relations que la parole de Dieu doit ensemencer en tout le monde. Et puis, nous devrons savoir que si les choses ne marchent pas dans notre pays, c'est parce que la justice
de Dieu est piétinée. Mais c'est quoi la justice de Dieu? C'est notre justice nationale parce qu'elle est fondée sur les 10 commandements de Dieu, lesquels 10 commandements, avec toutes les ordonnances civiles, modèlent les sociétés humaines. Donc, nous retrouverons cela dans n'importe quel pays avec n'importe quelle obédience religieuse. Notre participation à nous, je ne voudrais pas aller prendre les exemples du roi Salomon, du roi David, qui étaient à la fois des sages et des prophètes. Nous sommes dans la nouvelle alliance, je m'arrête tout simplement là et je montre que ce n'est pas un antagonisme entre la religion et la politique. L'antagonisme entre la religion et la politique qui a conduit à la laïcité n'est pas notre affaire à nous les Africains, c'est l'affaire des Européens. Ils ont vécu 1000 ans du 6e siècle au 16e siècle de ce qu'ils ont appelé l'inquisition moyenâgeuse. Et pour arrêter cela, l'Église catholique, la religion romaine universelle, était en train de faire souffrir les Européens. C'est pour cela qu'ils sont arrivés à la laïcité. Donc ce n'est pas notre affaire. Nous ne devons pas croupir, même en idéologie, dans le modèle européen. Et il faudrait bien le savoir. Chaque nation a le droit, n'est-ce pas, de savoir ce qu'il devrait faire avec la religion. Chaque nation a le droit de savoir ce qu'il devrait faire avec la politique. Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, le fait que je sois en train de dénoncer la désunion est une responsabilité à la fois spirituelle, parce qu'elle est individuelle, nous devrons être impliqués individuellement. Mais elle est aussi politique parce qu'elle rassemble les gens pour que nous puissions combattre un mal qui fait souffrir tout le monde. Si nous ne combattons pas ce mal, moi, Dieu va me dire, mon fils, je t'ai envoyé avec la parole de Dieu, mais tu as été coupable de non-assistance à nation en extinction. Donc, je dois faire ma responsabilité, comme le dit Proverbe chapitre 24, verset 15 à 30. C'est une responsabilité. Le proverbe est une parole universelle. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle court et elle m'ordonne de dire la vérité, de ramener ceux qui sont dans le mal à la pratique du bien. Donc, aujourd'hui, je peux conclure, ça ne sert plus que vous continuez, n'est-ce pas, à pouvoir, par exemple, être achoppé du fait que je suis prédicateur et que je fasse de la politique. Alors, je vous conseille d'aller lire le livre « Courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux ». Conscientisons-nous Congolais. Le manifeste de la prière pour le Congo. Pourquoi l'Africain croupit-il misérable sur ses richesses? Dans ce livre, vous allez vous rendre compte que ce comportement-là, de toujours aimer faire ce que l'Européen fait, même dans le mal, imiter toujours le mal de l'Europe, ne nous développe pas parce que justement, on ne connaît pas notre véritable place spirituelle. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire est une ordonnance du Seigneur. Quoique vous ne le penseriez peut-être pas, vous ne le reconnaîtrez peut-être pas, mais moi, je suis en plein dans une mission divine. C'est pour cela que j'ai écrit La vocation divine du Congo-Brazzaville, tome 1 et tome 2, réplique au discours en congrès 2018 de Sassou III, l'égarement de la diaspora, qui va bientôt apparaître. Ces ouvrages-là présentent, je suis toujours dans la proposition, parce que c'est une capacité divine. Et donc, voilà ce que moi je peux vraiment répondre à ceux qui pensent que je ne devrais pas m'intéresser à la politique. S'il vous plaît, ne le faites même pas parce que personne ne peut m'arrêter. Comment voulez-vous que je m'arrête alors que j'ai produit des projets qui sont auprès des dictateurs, qui sont auprès des dirigeants de la France, de l'Angleterre, des Nations Unies, qui sont au Vatican? J'ai produit des ouvrages dans lesquels je m'explique et j'explique le programme que nous devions réaliser pour en finir avec la dictature. C'est moi qui suis en train de proposer qu'on réalise une conférence internationale pour l'abolition de la dictature en Afrique. De même qu'on a aboli l'esclavage à partir des États-Unis et que cela a pris le tour du monde, nous voulons qu'on abolisse aussi la dictature. C'est un mal du monde entier. Tant qu'il y a des populations qui croupissent dans la dictature n'est rien d'autre que le prolongement de l'esclavage. Donc,
La dictature, c'est la recrudescence de l'esclavage. L'esclavage qui a muté. Et donc, on a combattu l'esclavage. Aujourd'hui, on doit combattre la dictature. Mais ne vous en faites pas. Pourquoi voulez-vous qu'on arrête un homme de Dieu qui a de telles propositions? Et même si vous l'arrêtiez, est-ce qu'il va vous écouter, vous, ou bien qu'il va écouter son Dieu? Est-ce que vous allez lui empêcher de parler? Vous ne pouvez ni m'empêcher de parler, vous ne pouvez ni m'ôter la vie, vous ne pouvez rien faire dans la lancée dans laquelle je suis, car je sais que c'est pour apporter mon grain, ma brique, à l'édification d'un nouveau Congo. Personne ne peut arrêter cela. Alors, révérend, il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission, mais une question d'actualité, révérend. Votre avis ou votre réaction sur le procès Okombi Salissa? Pas mon avis sur le procès Okombi Salissa, mais mon avis dans les procès globaux. Ceux qui ont commencé, celui du général Mokoko, celui de Martin Berry, celui d'Okombi Salissa et consorts. C'est le monopartisme qui nous refait la mascarade politique. Je crois que mon combat que nous sommes en train de mener, nous tous, pour que nous parvenions à la libération politique de ces hommes-là, est un combat noble. En fait, ce que vous oubliez, c'est que si nous étions vraiment une force unie, on pouvait dire à la dictature, libérer tous les prisonniers politiques parce que c'est le produit, 1, de votre dictature et 2, ce sont, nous le savons tous, des fils spirituels de Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui est leur mentor. Donc là, il est en train de faire des règlements de compte internes pour des gens qui ont travaillé avec lui et qui l'ont abandonné, mais en utilisant la République. C'est ça ce que peut-être les gens ne comprennent pas. Il a le pouvoir, il a l'armée, il a la justice, et il est en train d'admonester tous ceux qui ont travaillé avec lui et qui l'ont abandonné parce qu'ils ont trouvé qu'il ne fait pas développer le pays. Donc, s'il avait le moyen de le faire, qu'il le fasse comme il le fait, mais il est en train d'utiliser la justice. Et là, personne ne peut être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ces procès de mascarade judiciaire, juridique. Je voudrais qu'il y ait une libération pure et simple de tous les prisonniers politiques parce que leur opinion, nous avons besoin de cela pour construire le pays et non qu'ils croupissent dans les prisons. C'est à cela que nous sommes en train d'amener les Congolais en disant il nous faut être forts pour imposer cela. Sinon, donner mon avis, eh bien, qu'est-ce que ça fera? Il faut que nous ayons de l'activité politique pour que nous puissions être capables d'impacter et d'arrêter, par exemple, cette mascarade judiciaire et prier, ordonner, finir par arracher la libération de tous les prisonniers. Révérend, croyez-vous, face à une dictature, dans l'usage des moyens violents pour triompher? Non, les moyens non violents. Moi, je crois que... C'est une question qui vient d'un auditeur. En tout cas, moi, je pense que ce qui peut vaincre une dictature, c'est la non-violence. Ce n'est pas la violence qui peut vaincre la violence. On ne peut pas éteindre le feu par le feu. On ne peut éteindre le feu que par l'eau. S'il vous plaît, excusez-moi, il faudrait qu'on se dise les vérités. Nous ne connaissons personne qui puisse prendre les armes et aller prendre le pouvoir à Brazzaville. 1, il mettra en danger les Congolais. 2, il ne réussira pas parce que le monsieur est super armé. Cela réussit si, par exemple, la France était du côté de celui-là. Ça réussira. Parce que je peux vous donner l'exemple de ce qui se passe au Venezuela. Bientôt, il y aura peut-être une force américaine qui va descendre au Venezuela pour prendre le pouvoir et le donner à Maduro. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il faudrait toujours qu'il y ait une nation qui appuie une entité politique qui a des visées militaires. Donc, arrêtez de penser qu'on peut vaincre Sassou par les armes. Il est champion de cela. C'est ce qu'il a fait pendant, moi je dis très bien, 40 ans. Alors, vous n'allez pas réussir à le faire. Et donc, la seule chose qui nous reste, c'est de nous unifier et de lui prendre sur le terrain qu'il reconnaisse qu'il peut le mettre dehors. Il faut que la population soit toute assemblée et lui dise de s'en aller comme nous l'avions fait à la conférence nationale de 1991. Voilà ce que craint Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Je peux le dire ouvertement parce que c'est ce qui va l'emporter. Si ce n'est pas cela qui va l'emporter, ça sera une désobéissance civile.
je suis en train de publier un livre sur la désobéissance civile, comment on organise la désobéissance civile. Et je voudrais que ces ouvrages-là, de toutes les façons, je prendrai mon temps de présenter cela auprès de vous pour que vous sachiez que la désobéissance civile n'est pas la rébellion comme quelques-uns sont en train de penser. La désobéissance civile, vous avez un exemple glorieux là-dessus. Le 13, 14, 15 août 1963, oui. Le président Abbé Fulbert Yulu est parti par une désobéissance civile. Il y a des gens qui ont dit non à sa tendance de créer un parti unique. Et ils ont marché. Et quand le président a voulu changer les choses, il a maintenu Mouzabak. Il a maintenu un classique. Mouzabakana. Non, attends, j'oublie peut-être le nom, je le produirai prochainement. Il a maintenu un militaire qui était impopulaire. Alors, à partir de ce moment-là, même les militants de l'UDIA, du président l'abbé Fulbert Yulu, ont rejoint la population parce qu'ils ne voulaient pas faire quitter le gars que la population n'aimait pas et Yulu est tombé comme ça. Donc, si nous faisons un mouvement politique organisé, vous verrez que les gardes du PCT et l'armée viendront du côté de la population et nous renverserons comme il faut la dictature. Seulement, nous devons travailler cela. Et nous devons en finir avec nos égos pour que nous allions à une organisation politique unique qui pourra faire ce combat-là. Voilà le tremplin et l'arrêt. Il peut l'entendre, il sait que c'est ce qui l'emmènera dehors. Il est en train de prendre des lois, par exemple, sur comment on appelle ça, les taxes. Cette loi-là va faire chuter Sassou Nguesso. C'est une loi impopulaire, vous pensez? C'est une loi impopulaire, une loi impraticable, injuste. Aucun Congolais ne le voudra. Le pays n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso ni à ses ministres qui veulent extorquer de l'argent à ceux qui n'ont plus d'argent. L'argent du Congo, nous parlons de 14 000 milliards de francs CFA que nous avions comme garantie de notre développement. Où sont-ils partis? Aujourd'hui, tous les travaux, n'est-ce pas que le président Denis Sassou Nguesso est en train de faire en parlant de routes et autres infrastructures, c'est de l'argent gagé sur le pétrole. C'est pour cela que nous ne pouvions pas avoir le bénéfice de notre pétrole à 25 ans dans le futur. Parce que toute notre production pétrolière doit payer les infrastructures que Sassou est en train de faire. Si c'était des infrastructures rentables au pays, ça serait bien. Mais malheureusement, il nous fait des routes où on ne peut pas par voie carrossable transporter les billes de bois. Donc des routes mal faites. Tout ce qu'il entretient n'est pas durable alors que l'argent du pays est sorti. Voilà le problème que nous avons. Et tout cela, c'est une unité d'action qui est importante. Et l'unité d'action, c'est celle que nous sommes en train de vous proposer. Voilà, nous allons terminer par une question de curiosité, question personnelle. Est-ce que dans l'optique, la projection 2021, donc 2021, serez-vous candidat à cette élection? Non, je ne peux pas être candidat aux élections de 2021. Parce que je vais vous dire la vérité. Premièrement, la conférence nationale. Si le président n'accepte pas la conférence nationale, nous passerons à la désobéissance civile. Sachons-nous tous que nous n'avons pas besoin d'arriver en 2021 avec Sassou Nguesso au pouvoir. Voilà comment je vous réponds. Le peuple congolais doit savoir qu'on doit faire lever tout le monde pour qu'on règle ce contentieux durant 30 ans. On doit faire une expertise de 30 ans de démocratie. Et qu'est-ce que nous trouverons? Nous trouverons qu'il y a des commissions. N'est-ce pas que la première conférence nationale a établi qui n'ont pas été promulgués le résultat. Et donc, tout ce que ces commissions-là avaient concocté comme résultat continue aujourd'hui. Le pillage, les assassinats, l'expatriation de nos biens financiers, les biens mal acquis et tout. La conférence nationale avait fait un travail que devait faire le gouvernement de Pascal Lissouba. Le gouvernement de Pascal Lissouba a fait le travail, mais les délibérés n'étaient pas encore faits.
parce qu'ils savaient que le Congolais avait compris que c'est Elf Congo qui avait fait la guerre contre les Souba et que la France était derrière. La France et Sassou Nguesso n'ont pas voulu que le travail de Pascal Lissouba là-dessus soit promulgué pour que le Congolais sache où était l'origine du mal. Donc tout cela, c'est encore en suspense. Vous voyez, Congolais, parce qu'on n'a pas réglé ces problèmes, alors ces problèmes continuent. Et c'est pour cela que je voudrais dire à tout le monde, écoutez-moi très bien, nous avions eu le cardinal Émile Biaïna qui a joué sa partition dans le pays. Et nous savons qu'il est mort le même jour avec le président Alphonse Massamba Deba et le président Marien Ngouabi. Nous avons eu Ernest Nkombo qui a joué sa partition. Et il est mort avec sa pensée sur la congozobalisation. Nous n'avons même pas compris de quoi est-ce qu'il était en train de parler. Nous ne faisons pas vivre cela. Donc laissez au moins aujourd'hui qu'on refasse la même chose et que nous puissions être à mesure d'abord d'arrêter la dictature. Quand on aura arrêté la dictature, et qu'on aura fait une transition, et qu'on aura fait une grande campagne de sensibilisation juridique et judiciaire dans le pays, on fera des élections. En ces élections-là, si je trouve les 100 millions qu'on demande aujourd'hui, eh bien, je me présenterai. Et je sais ce qu'il se passera après. Mais je ne peux pas aujourd'hui, tandis qu'on a échoué à arrêter Sassou, aller me présenter aux élections de 2021, ce n'est pas possible. Parce que ça sera la défaite de la nouvelle génération. Si nous n'arrêtons pas Sassou, nous ne faisons pas bien la politique. Et voilà pourquoi, tant que les gens ne comprennent pas que nous devons nous unir, nous les leaders, nous laisserons Sassou nous conduire à ces élections et je regarderai comment Sassou va être reconduit ou bien comment Sassou va booster son fils, Denis Sassou Christelle Nguesso. Il va prendre le pouvoir parce que c'est ce que la France veut. Quelqu'un, un préfet qui exécute les ordres de la France. Or, si nous boutons Sassou dehors, nous allons créer une nouvelle politique relationnelle avec la France. Parce que comprenez que ce n'est pas parce que vous partez chez les Chinois que les Chinois ne sont pas comme les Français. Ce n'est pas parce que vous partez chez les Américains, chez les Russes, que cela ne vise pas nos matières premières. Nous devons bouter la dictature dehors, nous asseoir et être capables de protéger nos matières premières en travaillant avec qui le voudrait dans le futur, dans le principe 50-50, donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est ça la chose importante. Ce qu'il y a derrière le fait de démettre le pouvoir en place, c'est la fin d'un système et mettre hors d'état de nuire toute cette classe tout autour qui a admonesté le peuple congolais durant près de 30 ans depuis 1990.